Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, il s'agit de la séance de révision numéro 2 qui concerne les diagrammes binaires liquide-vapeur. Nous parlerons aussi, je pense, de potentiel chimique. Alors, pour cette deuxième séance de révision, je la partagerai aussi en deux parties, mais cette fois-ci, je ferai les rappels de cours à l'occasion de la correction des deux concours que je vous avais proposés. Donc, à chaque fois, je m'arrêterai sur les questions qui nécessitent un éclaircissement, un petit rappel de cours, d'accord? Donc, la première partie va concerner les questions du concours national MP 2015 relative au diagramme binaire liquide-vapeur. Alors, nous allons commencer par donc parler de mélange argent et cuivre, donc un mélange binaire d'argent et de cuivre, qu'on va considérer comme étant miscible en phase liquide. Et nous allons commencer par considérer ce mélange liquide comme étant idéal. La phase gazeuse sera toujours considérée comme parfaite. D'accord ? Par contre, dans votre programme de cette année, la phase liquide peut être idéale comme elle peut être réelle. Donc ici, nous allons voir ces deux cas. Alors, on commence. Donc, on vous demande, pour commencer, sachant que la phase gazeuse est en équilibre avec le mélange liquide, on vous demande d'établir l'expression des pressions partielles de Ag en fonction de la fraction molaire dans la phase liquide du cuivre. Donc, bien sûr, en fonction de la fraction molaire du cuivre, c'est 1 moins la fraction molaire de l'argent. L'essentiel, c'est que nous allons nous intéresser à la relation entre les pressions partielles qui représentent le gaz et la fraction molaire qui représente le liquide. Et on vous demande d'établir, donc vous devez démontrer. Alors, comment nous allons faire? Eh bien, puisqu'il s'agit d'un mélange binaire liquide-vapeur, et que nous avons un équilibre liquide-vapeur, ça veut dire que le potentiel de l'argent en phase liquide égale au potentiel d'argent en phase vapeur, et on peut même écrire la même chose pour le cuivre. Donc, comme il s'agit de l'argent, donc on va se contenter de travailler avec le potentiel de l'argent. Alors, je rappelle l'expression que nous avons déjà vue dans la première séance de révision du potentiel de constituant I en phase vapeur. Alors, c'est le potentiel ici étoile du corps pur argent, donc le potentiel standard plus RT log de P sur P0, donc l'expression à peu près du corps pur, plus vous allez rajouter la partie où nous voyons la fraction molaire donc, de l'argent en phase vapeur. Pour la phase donc, liquide, c'est la même chose, sauf que nous considérons toujours, toujours non, mais quand on ne vous le dit pas, vous prenez l'approximation, qui consiste à dire que la pression a très peu d'effet sur la phase liquide. Donc, le potentiel de l'argent en phase liquide, c'est le potentiel standard, et vous rajoutez, puisque nous ne sommes pas dans le cas d'un corps pur, dans un mélange, vous rajoutez la fraction molaire de l'argent. Bien. Alors, cette expression donnée pour un mélange, elle est aussi valable dans le cas où le corps est pur. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Supposons que l'argent soit seul, en équilibre avec lui-même, l'équilibre liquide-vapeur. Ça veut dire que sa fraction molaire en phase vapeur égale à 1, sa fraction molaire en phase liquide égale à 1, et que la pression totale, quand il est tout seul, c'est sa pression de vapeur saturante. D'accord? Donc, nous allons, l'équation 2 que je représente ici, c'est l'équation 1, mais en considérant l'argent comme étant un corps pur. Donc, elle reste toujours valable. D'accord? Maintenant,
Maintenant, on va utiliser cette équation 2 pour la réinjecter dans l'équation 1, c'est-à-dire que nous allons remplacer le potentiel standard de l'argent en phase liquide, ici, hein, par son expression qu'on retrouve ici. D'accord? Eh bien, si vous faites ça, les potentiels standards en phase vapeur vont pouvoir être simplifiés, les RT aussi, les logs pourront être combinés et vous retrouvez à la fin la relation entre la pression partielle de l'argent et la fraction molaire de l'argent, qui n'est rien d'autre que 1 moins la fraction molaire du cuivre. L'expression que nous venons de retrouver est appelée la loi de Raoul, qui lie l'argent en phase gazeuse à l'argent en phase liquide. Là, donc, nous avons besoin de faire une petite pause de rappel. Qu'est-ce que ça veut dire un mélange liquide idéal? Si vous aviez à définir un mélange liquide idéal, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, il y a 3 points de vue que nous pouvons considérer. Du point de vue microscopique, si on regarde de plus près, les interactions entre les composés que nous avons, A1, A2, ici par exemple cuivre et argent, eh bien, en phase liquide, il y a des interactions en phase liquide contrairement aux phases gazeuses. Si les interactions entre les différents constituants, A1, A1, A2, 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 sont de même nature et de même force, eh bien, il y a de fortes chances que votre mélange liquide soit idéal. Du point de vue théorique, ça veut dire quoi, un mélange liquide idéal? Ça veut dire que pour tout constituant AI de ce mélange, nous pouvons tout à fait exprimer le potentiel chimique de cette manière. Il est égal au potentiel standard plus RT log de la fraction molaire du constituant I dans ce mélange. Et du point de vue expérimental, qu'est-ce que cela veut dire qu'on a un mélange liquide idéal? Eh bien, ça veut dire que le constituant AI vérifie la loi de Raoul que nous venons tout de suite d'établir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un mélange liquide réel? Eh bien, c'est tout le contraire de ce qu'on vient de raconter ici. C'est un mélange dans lequel les interactions entre les différents constituants sont différentes. C'est un mélange dans lequel l'expression du potentiel chimique n'est pas exactement ce qui est représenté ici. Donc, c'est toujours le potentiel standard plus RT log de l'activité et non la fraction molaire. Qu'est-ce que l'activité? Eh bien, elle est donnée par le coefficient d'activité fois la fraction molaire. Ce coefficient d'activité, c'est une espèce de coefficient correcteur qui corrige le fait que nous ne sommes pas dans le cas idéal. Alors, ce coefficient est inférieur à 1, et s'il est égal à 1, bien sûr, ça veut dire que nous sommes dans le cas idéal. Et pour finir, du point de vue expérimental, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les constituants de ce mélange réel ne vérifient pas la loi de Raoul. Donc, voilà comment on pourrait définir le liquide idéal d'un liquide réel. Donc si nous avançons dans notre concours, il s'agit maintenant de donner l'expression de la pression partielle de Cu en fonction de la fraction molaire en phase liquide. Donc si vous avez pression partielle gaz liquide, eh bien c'est la loi de Raoul, étant donné que nous sommes toujours dans le cas idéal. Cette fois-ci, quand on vous dit donner, vous la donnez. Quand on vous dit de l'établir, eh bien, vous la démontrez. Alors, maintenant, il s'agit de déduire, à partir de ce qu'on vient de faire, l'expression de la courbe d'ébullition isotherme. Alors ici aussi, je vais faire juste une petite pause de rappel. Qu'est-ce qu'une courbe d'ébullition? La courbe d'ébullition, c'est la courbe frontière qui sépare deux domaines. Le domaine liquide du domaine liquide-vapeur. Comme son nom l'indique, ébullition, c'est quand un liquide, vous le faites bouillir pour qu'il commence à devenir vapeur.
Donc, la courbe d'ébullition est donnée par la pression totale en fonction de la fraction molaire dans la phase liquide. Donc, d'autre part, on a une autre courbe frontière. Ah oui, j'ai oublié ici de dire que pour retrouver cette expression, donc pour retrouver la pression totale en fonction de la fraction donc molaire en milieu, en phase liquide, vous devez utiliser la loi de Raoult. D'accord ? Maintenant, n'oubliez pas que vous avez aussi une courbe d'eau rosée. C'est la courbe frontière maintenant entre la phase, la monophase vapeur et le domaine biphasique liquide-vapeur. Donc pour retenir, rosé, c'est quand la vapeur, elle va refroidir pour donner commencer à donner des petites gouttes de liquide. Les petites gouttes de liquide que vous retrouvez le matin, par exemple, sur les pétales de fleurs, sur les feuilles, ça s'appelle la rosée. D'accord ? Ce sont des gouttes de liquide. Alors, cette courbe de rosée est donnée par la pression totale, mais en fonction de la fraction molaire en phase vapeur. Donc, nous sommes ici en vapeur-vapeur. Hein. Et donc, pour trouver cette expression, eh bien, on utilise la loi de Dalton. Alors, vous la connaissez, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais la loi de Dalton, c'est dire que la pression partielle, c'est la pression totale fois la fraction molaire en phase gazeuse. D'accord ? Alors, donc, si je reviens à, bien sûr, ma question, on veut déterminer l'expression de la courbe d'ébullition. Courbe d'ébullition, c'est P en fonction de la fraction molaire d'un constituant, hein, donc par exemple du constituant cuivre. Donc la pression totale, c'est la somme des pressions partielles. Je viens de le dire, vous utilisez la loi de Raoult, donc chaque pression partielle, vous l'exprimez en fonction de sa fraction molaire, donc P de Cu, c'est X, Cu, P étoile Cu, et pour P de l'argent, c'est X argent fois P étoile argent, et c'est comme ça que vous obtenez l'expression de cette fameuse courbe. Alors, on vous a donné en fait un diagramme, hein, donc voici la fraction molaire donnée en cuivre, donc là nous sommes dans un mélange binaire. C'est un diagramme isotherme, la température est constante et ici la pression change. Ici on représente la pression partielle de l'argent et ici c'est la pression partielle du cuivre. Et on vous demande de représenter sur cette figure eh bien, la loi de Raoult en fait, hein, donc la pression partielle de l'argent en fonction de XCU, c'est ce qu'on avait déterminé tout à l'heure grâce à la loi de Raoult, et la même chose pour la pression partielle de Cu. Alors c'est une droite, puisque si je prends la pression partielle de l'argent, en fonction de la fraction molaire, hein, par exemple, de l'argent, qui est égale à 1 moins la fraction molaire du cuivre. D'accord ? Donc c'est une droite de pente, pression, tension de vapeur saturante, ou pression de vapeur saturante de l'argent. Donc pour X argent égale à 0, où est-ce qu'on retrouve l'argent égal à 0 ? Pour le cuivre égal à 1. Donc voici, pour le cuivre égal à 1, l'argent égal à 0. Donc pour X argent égal à 0, la pression partielle de l'argent égale à 0. Donc, nous allons représenter 0, 0 pour l'argent, c'est ici. Ensuite, pour X argent égale à 1, X argent égale à 1, ça veut dire XCU égale à 0, c'est ici. X argent égale à 1. La pression partielle, c'est la pression de vapeur saturante de l'argent. Elle est où ? Eh bien, si vous regardez vos courbes qu'on vous a données, vous allez la retrouver ici. Pourquoi ici ? Parce que on vous a donné cette courbe-là et on vous dit que cette courbe représente la pression partielle de l'argent. Donc, ce point-ci, ce 7,27, c'est la pression de vapeur saturante,
puisque l'argent est pur ici, hein, la pression de vapeur saturante pour l'argent pur. Donc c'est 7,27. Donc si je dois tracer la première courbe ou droite P de AG en fonction de XCU, ça serait bien sûr cette droite-là. Nous faisons la même chose pour XCU. Hein. Donc si XCU égale à 0, c'est-à-dire ici, la pression partielle de CU égale à 0, donc voici le premier point. Puis pour XCU égale à 1, donc nous sommes là, la pression partielle de CU égale à la pression de vapeur saturante de CU, qui est 0,183, puisqu'on vous a donné cette courbe-là, et on vous a dit qu'elle représente la pression partielle de CU. Donc nous avons cette droite qui représente la pression partielle de CU en fonction de XCU. Ces deux droites représentent l'idéalité, c'est-à-dire elles représentent la loi de Raoult appliquée à AG, puis appliquée à CU. Bon, pour la pression totale, c'est très simple. La pression totale, c'est la somme des deux pressions. Hein, donc pour chaque fraction, vous faites la somme. Donc voici la pression, pour la fraction par exemple 0,1, voici la pression partielle de CU, donc vous la lisez ici, plus la pression partielle de AG, la voilà, et vous la lisez là. Donc en fait, ce n'est rien d'autre que cette droite-là. D'accord? Ça, c'est la pression totale. Vous voyez bien que pour XCU égale à 0, pour CU, la pression partielle est 0, mais pour AG, la pression partielle, c'est 7,62, donc la somme, P, c'est 7,62. Ça, c'est donc la pression totale. Mais alors, si j'ai représenté P de AG, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein, on nous a dit que ça aussi, c'est P de AG. Nous venons de présenter P de AG dans le cas idéal. Mais on vient de vous dire qu'en fait, le mélange liquide AgCU est un mélange réel, le mélange réel. Eh bien, il s'éloigne de l'idéalité que nous venons de tracer. Hein, et ça vous donne, bien sûr, un seul fuseau. Le voilà, déformé. Donc, ceci représente P de AG dans le cas réel, alors que nous venons de tracer P de AG dans le cas idéal. Alors, à l'aide des mesures expérimentales effectuées, hein, donc vous avez toutes ces fractions qui ont été tracées. Quelle est la question? Premièrement, on nous demande quel est le composé le plus volatile. Le composé le plus volatile, c'est deux choses. C'est soit le composé pour lequel la température d'ébullition est la plus faible, soit c'est le composé pour lequel la pression de vapeur saturante est la plus forte. D'accord? La pression de vapeur saturante de l'argent qui est là, 27 pascal, est plus grande que la pression de vapeur saturante du cuivre, à 1150, et donc Ag est plus volatile, bien entendu. Maintenant, on vous dit que comme le mélange cuivre-argent, bien sûr, ne se fait pas de façon idéale, donc de façon réelle, c'est-à-dire que ce mélange n'est pas athermique. Soit il absorbe de la chaleur, soit il dégage, et on vous demande de dire s'il absorbe ou il dégage et de justifier. Eh bien, c'est très simple, il suffit juste de voir l'écart par rapport à l'idéalité. Vous avez l'idéalité, l'écart ici est dit positif au-dessus, de même ici il est positif au-dessus. Donc si l'écart est positif, le delta de mélange H est positif et le mélange se fait avec absorption de chaleur. Je vais ouvrir une petite parenthèse rappel pour ces fameuses lois de Henry et de Raoult qui vous posent un problème et sur lesquelles vous m'avez posé beaucoup de questions. Alors, ici nous sommes embêtés donc.
nous n'avons pas de mélange idéal, nous avons un mélange réel qui s'écarte de l'idéalité. Et l'idéalité a été donnée par Raoul. Très bien. Mais regardez de plus près. Prenons l'exemple ici du cuivre. D'accord? Bien. Et nous allons regarder l'écart par rapport à l'idéalité. Nous allons prendre les deux extrémités. C'est-à-dire, je vais regarder ce qui se passe quand le cuivre est en très faible quantité, inférieure à 0,1. Puis je vais regarder ce qui se passe quand le cuivre est en très forte quantité, supérieure à 0,9. Alors, que se passe-t-il quand le cuivre est en faible quantité? Quand il est en faible quantité, on peut parler de soluté. Le cuivre est le soluté, l'argent est le solvant. Alors, pour notre soluté, si je regarde la courbe réelle, je remarque que si je suis bien sûr dans le cas où la fraction molaire est inférieure à 0,1, eh bien, cette courbe suit une pente. Elle peut être assimilée à une droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les faibles fractions molaires, la pression partielle de Cu est une fonction linéaire de la composition, de la fraction molaire. C'est-à-dire que je peux écrire que la pression partielle de Cu égale à une constante fois la fraction molaire. Ça ressemble à la loi de Raoul, mais dans la loi de Raoul, cette constante, c'est la tension de vapeur saturante. Voici la loi de Raoul. Donc la constante, la pente n'est pas du tout la même, c'est une autre pente, une autre constante. Mais c'est une constante. Et cette expression s'appelle la loi de Henry. Mais la loi de Henry est valable dans quel cas? Dans le cas où le mélange est réel, sinon c'est la loi de Raoul. Et deuxième cas, elle n'est valable que si vous êtes proche du zéro presque, que si le cuivre et le soluté est en très faible quantité, parce qu'après, bien sûr, on s'éloigne et on ne peut plus considérer que nous avons une forme linéaire de la pression partielle en fonction de la fraction. D'accord? Donc, j'applique la loi de Henry quand il s'agit du soluté. Maintenant, si je prends l'autre côté, si par exemple, au contraire, le cuivre est en très grande quantité, au-delà de 0,95, donc c'est le solvant. Le cuivre est ici le solvant. Alors, qu'est-ce que j'observe? Est-ce qu'il y a un écart par rapport à l'idéalité? Non, elles sont presque confondues, les deux courbes. Et donc, même votre courbe idéale, elle est confondue avec, votre courbe réelle, pardon, est confondue avec la courbe idéale. Et donc, si le cuivre est le solvant, même dans le cas d'un mélange réel, je peux utiliser la loi de Raoul pour exprimer la relation entre pression partielle du cuivre, et donc solvant, et la fraction molaire du solvant. Donc, lorsque on vous demande ici les constantes d'Henry pour l'argent et pour le cuivre, qu'est-ce que vous devez faire? La constante d'Henry, pour la trouver pour l'argent, il faut que vous considériez l'argent comme un soluté. Pour les faibles fractions molaires en argent. Où est-ce qu'on retrouve les faibles fractions molaires en argent? De ce côté-ci, pour les fortes fractions molaires en cuivre. Donc, vous cherchez cette pente-là, donc vous prenez juste le point, ici, 0,1 argent. Ça correspond à combien la pression en argent? Vous la lisez ici, 2, d'accord? Et vous utilisez la loi d'Henry pour l'argent. Pour retrouver la constante d'Henry pour le cuivre, vous devez considérer le cuivre comme le soluté, donc faible concentration en cuivre, donc de ce côté-ci. Donc,
C'est la pente qu'on vient de voir là tout de suite, de cette droite-là. Donc pour 0,1 par exemple en cuivre, qui est très faible, vous lisez la pression partielle du cuivre, elle est là, 0,05, et donc vous faites le rapport pour trouver la constante d'Henry du cuivre. Alors, pour la 6e question, bon, elle est facile, personne ne m'a posé de questions particulières concernant cette partie, donc il faut juste, on vous a donné une fraction massique, il faut la transformer en fraction molaire, hein, donc la conversion est ici facile, alors vous trouvez l'argent en très faible quantité, vous voyez, donc nous sommes ici dans le cas où l'argent est le soluté et le cuivre est le solvant. Ensuite, il s'agissait maintenant de trouver les fractions molaires en phase vapeur cette fois-ci. Bon, on vous a donné une petite indication, que vous ne soyez pas très perdu. Hein. On vous a dit que vous pouviez considérer que l'argent suit la loi d'Henry, donc vous allez le faire. Donc l'argent suit la loi d'Henry parce que c'est un soluté, on le voit bien. Donc vous appliquez la loi d'Henry. N'oubliez pas que la pression partielle, vous appliquez aussi la loi de Dalton, c'est la pression totale fois la fraction molaire ici dans la vapeur, puisque c'est ce qui est demandé. De l'autre côté, si l'argent est le soluté, le cuivre est bien sûr le solvant, puisqu'il est pratiquement à 99%, et vous pouvez tout à fait appliquer la loi de Raoult pour le cuivre. D'accord? Donc vous appliquez la loi de Raoult pour le cuivre, et toujours la loi de Dalton, c'est-à-dire la pression partielle du cuivre, c'est la pression totale fois la fraction molaire en phase vapeur du cuivre. Donc, vous avez besoin, pour déterminer les fractions molaires en phase vapeur, de déterminer la pression totale. Donc, la pression totale, c'est la somme des pressions partielles. Hein. Pour l'argent, c'est la loi d'Henry. Pour le cuivre, c'est la loi de Raoult. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Les deux fractions molaires, vous les avez en haut. Et les constantes, nous venons de les déterminer. D'accord? Et c'est ainsi que vous déterminez sans problème vos fractions molaires en phase vapeur. Alors, nous allons terminer par une fameuse question qui, là, oui, risque de poser problème. C'est de savoir si on peut séparer l'argent du cuivre. Alors, comment est-ce qu'on sépare deux donc, mélanges binaires lorsqu'on fait du liquide vapeur? Je vais ouvrir une parenthèse. Eh bien, on sépare les mélanges par ce qu'on appelle la distillation. Bien. C'est quoi la distillation? La distillation, c'est quand on travaille à pression constante. Donc nous ne sommes pas du tout dans le cas de notre exercice. Hein. La distillation, c'est à pression constante et c'est la température que nous allons faire varier. Ça veut dire quoi? Donc je représente une distillation classique. Je suis sûre que vous connaissez ce que c'est. Taqtir, si vous voyez ce que c'est. Alors, comment on fait? Donc, on met notre mélange liquide, le constituant, et on va chauffer de telle manière à avoir de la vapeur. Donc, cette vapeur contient bien sûr les deux constituants, n'est-ce pas? Et elle va monter. En montant, elle s'éloigne de la source de chaleur, donc elle refroidit. Vous êtes d'accord? Quand la vapeur monte, la température diminue. Quand la température diminue, comme l'un des constituants est moins volatile que l'autre, donc le moins volatile, à une certaine température, va redevenir liquide et va retomber dans votre ballon. Alors que l'autre, qui est plus volatile, va continuer sa route, d'accord? Et c'est comme ça qu'on les sépare. Donc le plus volatile, qui se trouve sous forme vapeur, va pas perdre notre vapeur, hein, donc on va la récupérer ici, on va la refroidir grâce à un réfrigérant et on va l'obtenir sous forme ce qu'on appelle un distillat. Donc le distillat, c'est cette vapeur que vous avez récupérée, que vous avez refroidie, et ce distillat est composé du constituant le plus volatile, parce que c'est lui qu'on retrouve dans la vapeur. Et dans le ballon, qu'est-ce que vous retrouvez? Eh bien, l'autre constituant, qui est le moins volatile et qui est retombé sous forme liquide. D'accord? Ça, c'est la distillation, c'est comme ça qu'on sépare deux constituants.
Quelle est la relation avec ce que je viens de montrer ici et notre diagramme binaire? Eh bien, la voici. Cette opération, je dois la considérer comme suit, c'est-à-dire qu'ici, c'est la température que je vais faire varier. Donc, ce n'est pas exactement le cas de notre exercice. Et la pression est constante. Alors, je vais faire cette opération et je vais la suivre ici. Ici, notre température augmente. Par contre, elle est inversée ici. Quand je monte, la température diminue. Donc, pour l'orientation des températures, nous avons un petit inversement. Bien. Donc, je prends mon mélange liquide, voilà, que je vais chauffer. D'accord? Notre liquide, nous allons le chauffer. Alors, si je regarde sur mon diagramme, je vais chauffer mon liquide, et je vais rencontrer la courbe d'ébullition. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, je commence à voir les premières bulles de vapeur. Je suis en biphasique. Mon liquide, il est là. Où est-ce qu'elle est ma vapeur? Elle est là. Ici, j'ai deux phases, liquide et la phase vapeur. Bien. Mais ma vapeur, donc, par exemple, je suis à ce niveau-là. Donc ici, j'ai un liquide qui va retomber et j'ai ma vapeur. D'accord? Mais ma vapeur va monter. En montant, quand on monte ici, la température descend. Donc monter ici veut dire descendre de ce côté-ci. Donc cette vapeur-là, elle va diminuer de température, elle va se rafraîchir. Donc la vapeur, quand elle monte, sa température va diminuer. Et quand sa température va diminuer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons voir apparaître un liquide, un mélange liquide. Le liquide que vous obtenez, il va retomber dans votre résidu. Et cette nouvelle vapeur, c'est-à-dire sa composition n'est pas la même, elle est riche en constituants volatiles. Cette nouvelle vapeur, la voilà, V2, elle est là. Elle continue à monter. Quand elle monte, elle refroidit. Donc ici, je vais montrer comment elle refroidit. Quand elle refroidit, eh bien, elle va fournir du liquide qui retombe dans mon ballon et une autre vapeur encore plus riche du composé volatile, V3. Donc, ici, le distillat, ce qu'on suit ici, c'est la vapeur qui va devenir distillat. Ici aussi, vous allez suivre votre vapeur qui va devenir distillat. Quand vous la refroidissez totalement, ici, grâce au réfrigérant, elle va devenir distillat. Donc, de quoi est constitué votre distillat? Du composé qui est ici. Par exemple, dans notre cas, ça aurait été l'argent, parce que l'argent est le plus volatile. Sa température d'ébullition est la plus faible. Donc, le distillat est toujours constitué du composé le plus volatile. Ça, c'est l'argent. C'est le premier constituant. Le distillat et l'autre constituant, il est où? Eh bien, il est dans mon résidu. Donc, vous suivez votre vapeur vous donne le distillat, c'est l'argent, par exemple, et votre liquide, donc le résidu liquide, il est où? Eh bien, c'est l'autre constituant. Vous allez de l'autre côté. Donc, votre vapeur, elle est là, et votre résidu liquide, vous le retrouvez par ici. Donc, c'est le constituant toujours le moins volatile. Supposons maintenant qu'on a un diagramme à deux fuseaux. Alors ici, les choses sont différentes. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Je prends mon liquide. Je vais faire la même opération, la distillation fractionnée. Je vais chauffer. Ici, j'obtiens quoi? Un liquide en équilibre avec ma vapeur. Dans la distillation, on suit toujours la vapeur. Souvenez-vous, la vapeur monte dans la colonne. Elle monte, donc la température descend. J'obtiens encore un autre étage donc d'équilibre liquide-vapeur. Voici mon autre vapeur. Elle monte, donc votre vapeur, elle va vers où? Elle va vers l'azéotrope. La vapeur, c'est elle qui donne le distillat.
Est-ce que le distillat est un corps pur? Non, le distillat est un azéotrope, c'est un mélange des deux composés. Si le distillat, c'est l'azéotrope, donc le résidu, vous allez le chercher de l'autre côté, c'est ce composé-là. Donc on peut avoir un résidu pur, mais le distillat n'est pas pur. Dans ce cas-là, on ne peut pas séparer entièrement les deux constituants. Bien sûr, si vous vous retrouvez de ce côté-ci, vous faites exactement la même chose. Votre liquide, vous le chauffez. Liquide vapeur, voici ma vapeur, elle refroidit. Liquide vapeur, voici ma vapeur, elle refroidit. Donc votre vapeur va vers l'azéotrope, c'est le distillat. Et donc automatiquement, votre liquide, votre résidu liquide va vers l'autre constituant, qui est cette fois-ci le résidu est pur, mais pas le distillat. Donc, dans un diagramme monofaisceau, on peut séparer totalement les deux constituants. Dans le distillat, on retrouve le constituant le plus volatile, dans le résidu, le moins volatile. Par contre, dans un diagramme à azéotrope ou bien à deux faisceaux ou bifuseaux, eh bien, on ne peut pas séparer totalement les deux constituants. Donc, si je reviens à ma question, est-il possible de séparer l'argent du cuivre? Même si ici, la température est constante et c'est la pression qui varie, on n'appelle pas ça de la distillation, mais on vous demande de déduire que oui, on peut les séparer. Pourquoi? Parce que le diagramme binaire isotherme, il est monofuseau. Forcément, le diagramme binaire isobar est aussi monofuseau. Et donc, logiquement, on devrait pouvoir les séparer comme nous venons de le montrer ici. J'espère avoir été claire et à tout à l'heure pour la deuxième partie de cette révision, séance de révision numéro 2.